Bonjour Thomas Gomard, vous dirigez l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages et le dernier est paru en janvier aux éditions Talendier, Les ambitions inavouées, ce que préparent les grandes puissances. Est-ce que dans le cas de l'Ukraine, de la guerre en Ukraine, Moscou ne contredit pas un peu votre titre et affiche au contraire très frontalement ses ambitions ? Bonjour madame, oui et non dirais-je, parce que effectivement ça semble très clair ce que la Russie veut faire, et en même temps je rappelle que les objectifs tels qu'ils sont présentés par Vladimir Poutine restent très peu clairs, puisqu'il parle encore d'opérations militaires spéciales. Je pense que ce qui apparaît maintenant, après, dans la phase dans laquelle nous sommes, c'est peut-être pas en fait un an de guerre. En réalité, c'est 9 ans de guerre, puisque les choses ont commencé en 2014 avec l'annexion de la Crimée et la première déstabilisation du Donbass. Et puis, effectivement, depuis février 2022, une nouvelle agression d'une toute autre ampleur et désormais une intensité du conflit qui annonce probablement des grandes manœuvres dans les semaines et les mois qui viennent. Et donc cette séquence que nous venons de connaître cette semaine, à la fois, je dirais, l'aspect miroir entre le discours de Vladimir Poutine à Moscou, barricadé, comme votre reportage l'a rappelé, et le discours, la visite du président Biden à Kiev et son discours à Varsovie, montre à quel point on est aussi rentré dans une guerre politique. Au fond, c'est de plus en plus la mise en scène de l'affrontement de deux modèles. Alors, on est toujours dans cette guerre bloc contre bloc. C'est ce que disait un peu Joe Biden dans son discours en Pologne. C'est une guerre du monde libre, démocratique, contre une guerre contre les autocraties. Alors oui et non, là aussi. Oui, dans la mesure où il y a ce symbole. Je pense que dans la préparation de la part des États-Unis de cette séquence, moi, ça m'a rappelé, si vous voulez, le discours de Kennedy à Berlin. Je pense que ça est très travaillé. Donc on peut le lire comme ça. Mais en réalité, côté russe, il n'y a pas vraiment de bloc. C'est-à-dire que la Russie fait cette guerre uniquement avec le soutien de la Biélorussie. Ensuite, il y a la question de savoir est-ce qu'elle va bénéficier d'autres soutiens? Est-ce qu'elle est capable de constituer un bloc? Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. En revanche, l'Ukraine, elle, bénéficie du soutien en premier lieu des États-Unis et en second lieu de l'ensemble des pays de l'OTAN qui l'assistent dans sa situation de légitime défense. Alors, on a vu aussi, on a entendu aussi le discours de Vladimir Poutine, qui lui, le fait le plus notable, c'est de rompre avec, ou en tout cas de suspendre sa participation à l'accord New Start sur la non-prolifération des armes nucléaires. Est-ce que là encore, il y a un verrou qui a sauté ? Sur l'aspect, ce qu'on appelle la maîtrise des armements, c'était une décision en fait très prévisible parce que depuis plusieurs années, vous avez, avant même la phase que nous connaissons en Ukraine, un détricotage de tous les accords permettant ce qu'on appelait les mesures de confiance et de sécurité et les accords permettant un contrôle réciproque des armements. À partir du moment où la Russie se considère désormais en guerre contre l'Occident collectif, il était assez prévisible qu'elle continue ce détricotage. Alors, c'est à la fois prévisible et pas prévisible. Dans votre livre, vous dites que nous avons oublié, chemin faisant, depuis la guerre froide, le besoin de puissance des États. Est-ce que la mondialisation a agi comme un leurre ? Parce que finalement, on a été aussi, quand même, à part les Américains, un peu surpris par cette guerre en Ukraine. Je dirais oui pour les Européens. C'est-à-dire que les Européens ont fait rimer mondialisation avec démilitarisation. Or, ailleurs dans le monde, et en particulier après le 11 septembre 2001, donc déjà une génération, la plupart des grands États ont très sérieusement réarmé. Évidemment les États-Unis, la Chine, la Russie, mais aussi l'Arabie saoudite, l'Inde ou la Turquie. Au fond, ce sont les Européens qui se retrouvent à contretemps par rapport aux autres puissances, si on regarde les choses de manière globale. Est-ce que c'est parce que les Européens ont trop pris en compte les aspirations des peuples ? C'est ce que vous dites aussi dans votre livre, qu'aujourd'hui, la logique de puissance est un peu en contradiction avec cette prise en compte de la logique des peuples. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect, d'abord, l'Union européenne en tant que telle est une construction supranationale qui s'est construite précisément en tenant les questions de défense et de sécurité à l'écart et en les confiant à l'OTAN.
Bon. Et ensuite, effectivement, vous avez eu tout un courant, là aussi lié à la mondialisation, comprise comme une intensification des échanges, amenant à dire, au fond, l'élément principal de transformation, désormais, ce sont les sociétés civiles. C'est par les sociétés civiles, c'est par le social, par la question sociale, au fond, que le système international évolue. Alors ceci est à mon avis une analyse juste mais incomplète. C'est-à-dire que oui, vous avez cette dimension sociale, mais vous avez aussi les questions stratégiques. Si les Européens les ont oubliées ou négligées, ce n'est pas le cas des autres. Alors vous, dans votre livre, vous dézoomez également. Vous parlez de ce territoire de l'Eurasie qui va de l'Europe jusqu'en Chine. Et là, on voit bien que les logiques s'affrontent et se confrontent. Alors, il se trouve que le concept d'Eurasie, moi j'ai passé beaucoup de mon temps professionnel à travailler avec des collègues russes et ukrainiens, et donc ce concept d'Eurasie s'est beaucoup popularisé ces dernières années. Et effectivement, c'est un concept qui permet aussi de mettre en regard ce que j'appelle les puissances terrestres par rapport plutôt aux puissances maritimes. Bon. Et quand on regarde les choses en prenant de la hauteur et qu'on regarde l'Eurasie, en réalité, je pense qu'il y a 3 fronts actuellement. Il y a un front ouvert qui est la guerre d'Ukraine, avec toutes ses conséquences. Il y a un autre front latent, mais qui bouge graduellement, qui est la mer de Chine, puisque la Chine ambitionne ouvertement, comme chacun sait, de retrouver, d'exercer sa souveraineté sur Taïwan. Et puis, il y a un autre front qui est plus difficile à décrire, mais qui est lié à la situation en Iran et plus largement au Moyen-Orient. C'est-à-dire qu'on est dans une situation au Moyen-Orient où ces pays, les pays producteurs de pétrole et de gaz, n'ont jamais été aussi riches et cherchent à s'autonomiser sur le plan stratégique. Je pense que c'est aussi porteur d'un certain nombre de dangers stratégiques. Alors on va s'arrêter un instant sur la Chine qui, depuis le début de la guerre, affiche une neutralité de façade, mais offre à la Russie un soutien financier et un soutien diplomatique. Pékin pourrait-il aller plus loin en fournissant des armes? Il est certain que Moscou aurait grand besoin de la capacité industrielle des Chinois pour refaire ses stocks de munitions qui auraient atteint un seuil critique. Est-ce que ce soutien militaire de la Chine à la Russie est crédible? Oui. Est-ce que c'est son intérêt à la Chine de s'afficher plus ouvertement et peut-être même d'être co-belligérant? Ça dépend le plan qu'on privilégie. Je crois que la dimension très importante, si vous voulez, de ce qui est en train de se passer, c'est précisément ce degré de convergence sino-russe. Si vous voulez, quand on regarde les années Poutine, la première décennie, le pays le plus important, c'était l'Allemagne. Et depuis son retour au Kremlin en 2012, le pays le plus important, c'est la Chine. Depuis 2012, les présidents Xi et Poutine se sont rencontrés plus de 40 fois. Et si vous vous souvenez, avant la nouvelle agression de la Russie contre l'Ukraine en février 2022, vous avez eu une déclaration commune entre la Chine et la Russie qui parlait d'une amitié sans limite entre les deux pays. Et donc, si vous voulez, sur le plan idéologique, la Chine, désormais, ne peut pas accepter une sorte de défaite de la Russie, une défaite trop visible de la Russie, parce que ça serait au fond interprété comme une victoire de l'Occident collectif, pour reprendre le terme de Vladimir Poutine. À l'inverse, un soutien militaire, évidemment, serait très engageant et ferait courir le risque à la Chine d'avoir tout un système de sanctions se mettant en place, alors même qu'elle cherche dans le même temps à resserrer sa relation économique avec l'Union européenne. Je rappelle que la Chine est devenue le premier partenaire commercial de l'Union européenne en 2021. Et donc on a une attitude différente entre la Chine et la Russie. La Russie est ouvertement hostile à l'Union européenne, ce n'est pas le cas de la Chine. Très rapidement, à quel moment la Chine a estimé qu'elle serait en mesure de renverser le rapport de force avec les États-Unis? Je crois que ça remonte à 2008. Avec, au fond, la crise financière, l'impression que le niveau d'endettement des États-Unis, leur perte de crédit était telle, au fond, qu'ils perdaient le leadership mondial. Et ça s'est accentué avec l'arrivée au pouvoir de président Xi en 2012, qui n'a cessé de renforcer son propre pouvoir et de réaffirmer les principes marxistes-léninistes du Parti communiste chinois. Merci beaucoup, Thomas Gomart, pour votre analyse. Merci, madame.